Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne letrading.fr. Nous sommes mercredi, il est temps de faire un point sur les quelques points importants de la semaine qui vient de se terminer et la semaine qui continue en ce moment. On a beaucoup de choses cette semaine, il est temps de faire un petit peu le point. D'ici là, n'oubliez quand même pas de regarder évidemment tous les signaux et tout ce qu'offre le service du trading.fr. Vous avez qu'à suivre la salle en live, la formation, il y a plein de choses à observer et à suivre et c'est vraiment très intéressant. Ça prend du temps, il faut se former, mais ça marche vraiment très bien. Alors n'oubliez pas d'aller voir ce qui se passe dans la salle en live avec Jonathan. Du côté marché, ce qu'il faudra retenir cette semaine, tout d'abord, une des premières choses, c'est le ralentissement de la publicité digitale. La semaine dernière, on a eu les chiffres de Snapchat, cette fabuleuse application qui vous permet de vivre avec un nez de cochon et des oreilles de chien sur n'importe quel filtre, qui est vraiment passionnant comme système, qui a donc annoncé des résultats pourris, mais surtout, au-delà des résultats pourris, ils ont également annoncé un ralentissement dans les investissements dans la publicité digitale. Ce qui veut dire finalement que les grosses boîtes qui font de la publicité, les grosses compagnies qui font du marketing, ils ont commencé à réduire la voilure parce qu'ils voient franchement que l'avenir n'est pas forcément tout rose. Donc il faut peut-être se méfier parce que la rumeur d'une récession qui pourrait nous tomber dessus, un de ces quatre, n'est pas complètement illusoire. Donc ça, c'est un premier point qui commence à marquer le marché. On a vu l'impact sur Snap qui a perdu quasiment 40% vendredi dernier. On voit aussi l'inquiétude qui pèse sur Twitter, sur des boîtes comme Facebook ou sur des boîtes comme Google par exemple. Google qui a publié ses chiffres hier soir. Alors bonne nouvelle, c'est moins grave que sur Snapchat. En même temps, Google, c'est quand même le leader mondial de la publicité sur Internet, mais c'est moins grave. Cependant, il y a quand même un ralentissement. Et il faudra noter que Google s'en sort surtout parce que c'était moins pire que ce qu'on attendait. Donc, on a quand même un tout petit peu des problèmes qui viennent de ce côté-là, qu'il ne faudra pas négliger, qui sont quand même bien présents. Il faut espérer que le trend va s'inverser, mais pour l'instant, on sent quand même que les dépenses de publicité, on est un peu en ralentissement, on baisse un petit peu la voilure. C'est d'ailleurs un peu tout ce que les grosses boîtes de tech nous ont déjà annoncé ces dernières semaines. Ils voient quand même que l'avenir sera plus compliqué, même si monsieur Joe Biden aux États-Unis, lui, est encore convaincu qu'on n'est pas du tout dans une récession et qu'il essaye de finalement changer la définition du mot récession pour être tranquille et dire on n'y est pas parce que c'est pas comme ça que ça se prononce. Deuxième point négatif ou dangereux à surveiller, c'est les chiffres du retail. On a eu un profit warning cette semaine et pas le moindre. Walmart a fait un profit warning annonçant qu'il voyait quand même les conséquences de l'inflation dans le comportement des consommateurs. Donc les gens sont en train de calculer, de regarder un petit peu plus attentivement ce qui se passe dans les rayons, ce qu'ils payent, pour combien, parce que forcément, si on ne fait pas trop attention, eh bien ça va très vite. C'est quand même des inflations qui frisent les 10% aux États-Unis et on sent quand même qu'il y a un ralentissement qui vient de ce côté. Donc il faut être un tout petit peu méfiant. C'est pas une super bonne nouvelle. Walmart a annoncé ce profit warning mardi soir avec un décrochage derrière de plus de 7% sur la valeur, emmenant tout le secteur retail à la baisse. On sent que ça devient un petit peu plus tendu, il y a moins de clients et puis surtout, eh bien, effectivement, si on a cette inflation qui commence à peser sur nos habitudes de consommation, à nous, consommateurs, eh bien, ça va se répercuter sur tout l'écosystème économique mondial. Troisième point très important, les chiffres trimestriels. Si on regarde les statistiques, vous savez aujourd'hui qu'on est en pleine saison de publication et en pleine saison de publication, eh bien, on se rend compte que les chiffres trimestriels sont encore une fois moins mauvais que ce qu'on pouvait attendre. Globalement, c'est meilleur que les attentes. On tourne à 68-72% de résultats meilleurs que les attentes. Alors, c'est plutôt encourageant. Vous me direz, oui, mais attention, il faut regarder un petit peu à l'intérieur. D'abord, il faut quand même bien voir une chose, c'est que depuis quelques semaines, tous les analystes, toutes les banques d'affaires ont révisé leurs attentes à la baisse, ce qui fait que du coup, eh bien, on est en train de faire finalement moins mal que prévu, on va dire moins pire. Alors c'est une bonne nouvelle sur le fond, mais ça veut aussi dire que finalement, c'est comme si vous faites du saut en hauteur. Si on vous met une barre à 90 cm, vous aurez plus de facilité à passer par-dessus que si on vous met une barre à 2,40, même si vous êtes capable de sauter en Fosbury. Donc du coup, on est dans un problème quand même assez important, puisqu'aujourd'hui, on vit sur du moins pire. On est content parce que les sociétés sont moins mauvaises que ce qu'on craignait,
mais ça veut aussi dire que ça va beaucoup moins bien quand même. Si on regarde les résultats de Microsoft qui ont été publiés hier soir également, eh bien effectivement, ça va globalement quand vous parlez en revenus bruts, c'est à plus de 50 milliards de revenus pour le trimestre, on va pas pleurnicher, mais quand même, on sent quand même que ça va moins vite, que la croissance est moins forte, donc il y a un ralentissement de croissance. S'il y a un ralentissement de croissance, c'est parce que les taux d'intérêt sont en train de monter, et s'il y a un ralentissement de croissance, il y a forcément une crainte, une terreur qu'on puisse éventuellement basculer dans la récession. Et puisqu'on parle de récession et d'y basculer, et d'inflation, et de combat d'inflation, et donc de hausse des taux, eh bien on ne peut pas ne pas parler de la Fed, puisque oui, ce soir, mercredi 27 juillet 2022, la Fed va sortir de son meeting de 2 jours. Ils ont commencé déjà hier et ce soir, ils vont venir nous annoncer ce qui va se passer sur les taux. Alors, globalement, le consensus est au courant. On va monter les taux de 75 basis points. Le marché va être content parce qu'il voit que la Fed lutte contre l'inflation. Mais pas que, parce que le marché, les investisseurs, le monde merveilleux de la finance va devoir regarder quand même ce que finalement la Fed va faire plus tard. Oui, parce que la grosse interrogation sera de savoir ce qu'ils vont faire au mois de septembre, parce que maintenant on est passé à autre chose et on veut savoir ce qui va se passer après. Alors évidemment que c'est toujours très très difficile de prendre des paris sur ce qui va se passer dans 2 mois, sachant qu'entre deux, il y aura entre 2 et 3 CPI, qu'il y aura 2 à 3 fois les chiffres de l'emploi, que M. Powell va probablement parler 5 ou 6 fois entre deux, que ses collaborateurs, que ses copains de la Fed vont faire pareil. Donc du coup, on peut avoir à peu près tout et n'importe quoi. Mais néanmoins, nous, ce soir, on va regarder le message que le Messie Jérôme Powell va nous faire passer pour nous dire « Vous verrez, dans 2 mois, dans 3 mois, je ferai ça ». Ça ne veut strictement rien dire, mais c'est pas grave, on a besoin de le savoir, parce que là aussi, on a un consensus. On a un consensus qui est en train de dire « Ce serait bien que la Fed fasse passer un message comme quoi ils vont monter les taux entre 0,5 et 0,75% au mois de septembre, mais pas autre chose. » Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On est de nouveau en train de se projeter dans l'avenir alors qu'on n'a aucune information. Donc on a besoin d'en savoir un petit peu plus, on en saura un petit peu plus ce soir, mais franchement, ne vous attendez pas à que ça vous change drastiquement la vie. Et puis 5e point très important à surveiller, c'est la suite de la publication trimestrielle des résultats. Comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche à l'instant, on a une avalanche de chiffres qui vont nous tomber dessus, mais surtout entre ce soir, mais aussi jeudi soir et la semaine prochaine qui va continuer, on aura énormément de mondes qui vont venir publier leurs chiffres, à commencer surtout par Apple et Amazon jeudi soir. Imaginez de très mauvais chiffres sur les deux sociétés. Je vous laisse imaginer que si Apple perd 15% et Amazon perd 15% jeudi soir, ça va être un peu moins drôle à traiter vendredi matin. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et par rapport à ce que nous a annoncé Microsoft ou Google hier soir, on peut extrapoler en se disant que finalement, on a déjà anticipé pas mal de choses très très moches et que finalement, il est plus que probable qu'Apple et Amazon seront aussi également moins pires. La grande question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que comme on a eu déjà cette situation, ce cas de figure avec Microsoft et Google, peut-être que sur Apple et Amazon, on va aussi anticiper. Comme on aura anticipé des résultats moins pires et qui seront quand même fondamentalement en dessous, à ce moment-là, on prendra les profits jeudi soir. Enfin bref, c'est un monde merveilleux que le monde merveilleux de la finance, justement. Et puis en bonus, 6e chose qu'il faudra regarder cette semaine et aussi la semaine d'après et probablement les mois d'après, c'est toutes ces crises qu'on est en train de mettre de côté. Parce que si aujourd'hui on se concentre sur ce qui se passe au niveau de la Fed, si on se concentre sur ce qui se passe au niveau des résultats trimestriels, si on se concentre à la limite sur les mouvements des matières premières comme le pétrole qui bouge dans tous les sens et qui peut nous linker avec un certain soulagement en direction de l'inflation, on oublie un tout petit peu de parler des 3 crises qui nous pendent au nez à l'heure actuelle. La première crise la plus évidente, c'est la crise du gaz. La crise du gaz, alors la semaine passée, on s'est tapé dans le dos, les politiciens, en tout cas, se sont tapés dans le dos parce qu'ils ont vu que le pipeline Nord Stream 1 recommence à fonctionner. Mais déjà, en début de semaine, les Russes ont coupé la production de moitié et on commence déjà à se poser énormément de questions sur quid de cet hiver. Oui, parce qu'effectivement, il va y avoir un problème. L'Allemagne va faire rentrer du gaz, il va falloir le redistribuer en Europe, mais elle n'en aura probablement pas assez pour elle. Et quand on voit l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité en Allemagne, alors qu'on est en pleine canicule au mois de juillet, on peut craindre le pire pour le mois de septembre si on ne trouve pas une solution par rapport à la Russie et au gaz russe.
Ce qu'il faut voir en tout cas, c'est que depuis la mise en place des sanctions économiques qui ont été décidées par les gouvernements de l'OTAN et l'Europe en particulier, on voit que ça marche super bien puisque l'Europe est en train de se planter totalement en termes de croissance économique, alors que finalement la Russie s'en sort pas si mal puisque les Indiens et les Chinois continuent de vouloir bien travailler avec elle. Donc ça marche super bien les sanctions, ça correspond à peu près à la même chose que si les gouvernements européens s'étaient simplement tiré une balle dans le pied. Toujours à ce propos-là, la problématique de la crise italienne. Oui, monsieur Draghi a donc quitté son poste de Premier ministre. Aujourd'hui, l'Italie n'a plus de gouvernement. On sait que statistiquement, sur les 130 dernières années, il y a eu 160 différents gouvernements en Italie, donc c'est pas une grande nouveauté que ça changerait tous les 6 mois, plus ou moins. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a un énorme problème économique également en Italie, ralentissement économique global pour tout le monde, mais aussi pour les Italiens. Et puis vous avez également la dette italienne qui ne cesse d'exploser. Aujourd'hui, c'est 150% du produit intérieur brut italien, la dette. Et à côté de ça, ça représente 25% de la dette européenne. On est dans une, excusez-moi du terme, une merde noire au niveau de l'Italie, mais pas qu'au niveau de l'Italie. Parce que si cette crise devait s'accélérer, s'intensifier et devenir plus grave, eh bien ça va retomber sur toute l'Europe. Ça nous rappelle un tout petit peu la crise grecque, pour ceux qui étaient là en 2011. Donc c'est pas terminé et ça pourrait devenir bien pire. Mais pour l'instant, on préfère ne pas trop en parler parce que quand même, on a la fête ce soir. Et puis, la dernière chose dont il faut mentionner, parce que je suis convaincu qu'on va en reparler ces prochains temps, c'est la crise immobilière aux États-Unis. Pour l'instant, les ventes de maisons sont au plus bas depuis 2 ans, c'est en train de chuter verticalement. Tout est en train de se dégonfler aux États-Unis. Les gens ne veulent plus, ne peuvent plus acheter de maison. Ils aimeraient bien, mais ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Pourquoi ? Parce que les taux hypothécaires montent en parallèle avec les taux directeurs de la Fed. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous empruntez sur du 30 ans, vous frisez bientôt les 6%. 6%, quand vous empruntez 1 million à 6% pendant 30 ans, ça coûte un tout petit peu de pognon. Et ça fait un tout petit peu mal quand même. Et aujourd'hui, on voit que les gens ont immédiatement commencé à arrêter d'acheter. Donc les prix sont en train de baisser. Et si les prix sont en train de baisser, eh bien ça veut dire que la valeur totale de l'Américain moyen est également en train de baisser puisqu'ils sont beaucoup propriétaires. Et quand ça va commencer à baisser, ils vont devoir niveler un peu la quantité, la qualité de leur portefeuille, environ aussi leur position en action. Donc du coup, ça peut aussi peser énormément. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les crises immobilières aux États-Unis, ça va beaucoup plus vite que chez nous en Europe. Ce qui veut dire que le moment où ça va commencer à se déclencher, on risque de même pas voir passer le train. Donc il faudra faire très très attention parce que on a aussi vécu un truc un peu similaire en 2008-2009. C'était pas pour les mêmes raisons. Mais quand le marché immobilier a commencé à s'effondrer à l'époque des subprimes, je vous dis pas la vitesse à laquelle ça a été, donc il faudra quand même garder ça aussi en attention. Il faudra surveiller parce que pour l'instant, on en parle très très peu. Parce que forcément, il y a la fête ce soir. D'ailleurs, si vous voulez un simple exemple, regardez tout simplement le graphique des futurs sur le bois, sur le lumber comme on dit aux États-Unis, eh bien vous verrez également, vous le voyez à l'instant, vous voyez très clairement que du moment où ça ralentit, eh bien plus personne ne veut acheter de bois parce que plus personne ne veut construire, donc il y a un ralentissement global. Alors c'est bien pour l'inflation, puis comme il y a la fête ce soir, ça leur permettra au moins d'avoir un truc à dire. Voilà, je vous laisse retourner en salle trading live avec Jonathan. Je vous laisse continuer à traiter pour le reste de la journée, mais n'oubliez pas ces quelques éléments qui vont aussi interférer dans nos journées de trading ces prochains temps. Je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors, ce ne sera pas depuis ici, ce sera depuis là où je serai, parce que je serai en vacances, mais je serai quand même là pour vous dire un petit peu ce qu'il faut regarder dans les marchés financiers. Passez une excellente journée, une très bonne semaine et à mercredi prochain. Bye bye!